nos invités. Donc bonjour à toutes et tous. Merci de venir assister à cette table ronde du Conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire de Blois, consacrée au thème de l'espace et la mer, et le sous-titre que nous lui avons donné à cette table ronde est cartes, repères et navigation. Donc on va passer en revue ces thématiques selon un ordre dont nous sommes plus ou moins convenus, mais enfin on a le droit de prendre parfois des chemins de traverse. Alors pour évoquer cette question, 4 invités que je vais présenter, on ne sait plus très bien comment il faut faire. Alors j'ai adopté l'ordre alphabétique, qui a le mérite d'être... Très bien. Voilà, très bien, voilà. Donc à ma gauche, Christian Grattalou, géographe, professeur émérite à l'université Paris-Cité, c'est-à-dire ex-Diderot, Descartes, Institut de physique du globe, etc. Et actuellement directeur de la collection d'atlas historiques coédité par les Arènes et la revue, partenaire des rendez-vous de l'histoire aussi, l'Histoire. Vous êtes auteur de très nombreux ouvrages. Les publications les plus récentes sont depuis 2020, enfin en 2020, l'invention des continents et des océans chez Larousse, qui est un beau livre, comme on dit, avec de très belles images. L'Atlas historique mondial en 2019, l'Atlas historique de la France en 2020 et l'Atlas historique de la Terre qui vient tout juste de sortir, tous publiés en coédition entre l'éditeur Les Arènes et la revue L'Histoire. Et d'ailleurs, vous signerez demain matin entre 10h et 12h pour cet Atlas historique de la Terre au Salon du Livre sur le site des Arènes. Puis alors, vous m'aviez indiqué pour les plus matinaux d'entre vous, Le Monde dans nos tasses. Ah oui, alors, je fais la publicité quand même pour Le Monde dans nos tasses, même si c'est un peu loin de l'espace et la mer, mais pas si loin que ça finalement. vous vient le café. Voilà, publié en poche chez Duno, donc en 2020. Ensuite, à ma droite, Vincent Guiguenot, qui est conservateur du patrimoine au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, qui est directeur adjoint de la recherche et de l'enseignement au sein de cette institution muséale et membre récemment de l'Académie de Marine. Vous êtes à la fois ingénieur, de par votre formation, ancien élève de l'école polytechnique et de l'école des ponts, mais vous êtes également historien, puisque vous avez soutenu une thèse en 1999 consacrée au service des phares, qui a été publiée au PUR en 2001, donc aux presses universitaires de Rennes en 2001. Depuis, vous avez publié plusieurs livres sur l'histoire de la sécurité de la navigation, dont le dernier s'intitule Le Tour du monde en 80 phares, édition EPA en 2019. Ensuite, à ma gauche, Hélène Richard, conservateur général des bibliothèques. Madame Richard est archiviste paléographe et auteur d'une thèse de l'école des Chartes, une grande expédition scientifique au temps de la Révolution française, Le voyage de d'Entrecasteaux à la recherche de la Pérouse, publié en 86, non, publié en 86. Vous avez dirigé entre autres la bibliothèque et les archives de la ville de Besançon, le département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, et vous êtes vice-présidente de la Société française d'histoire maritime et membre, vous aussi, de l'Académie de Marine. Et avec Alain Corbin, vous avez publié le catalogue de l'exposition La mer, terreur et fascination, coédition de la BNF, la Bibliothèque nationale de France et des éditions du Seuil en 2014. Et avec Madame Vagnon à ma droite, le catalogue de l'exposition, une très belle exposition, L'âge d'or des cartes marines, coédition, là aussi BNF Le Seuil en 2012, où vous étiez donc partenaire d'Emmanuel Vagnon et de Catherine Hoffmann. Et puis enfin donc ma collègue Emmanuelle Vagnon, historienne, auteure d'une thèse de doctorat sur la cartographie médiévale de l'Orient méditerranéen qui a été publiée en 2013. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, au LAMOP UMR 85-89, c'est un peu barbare, donc disons pas rien. Spécialiste de l'histoire de la cartographie occidentale médiévale et aussi de l'époque moderne. Vos recherches portent sur les représentations de l'espace, la transmission des savoirs géographiques et aussi sur l'histoire maritime. Vous avez donc co-dirigé avec Hélène Richard l'ouvrage que je mentionnais à l'instant, L'âge d'or des cartes marines. Et puis en 2017, donc plus récemment, avec Éric Vallet, La fabrique de l'océan Indien, cartes d'Orient et d'Occident depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, aux publications de la Sorbonne. Et ce livre, ce livre a aussi donné lieu à un documentaire que vous pouvez trouver en ligne sur la cartographie de l'océan Indien au Moyen-Âge et à la Renaissance. Je crois que je n'ai oublié rien ni personne.
Alors, vous avez peut-être lu, j'imagine que c'est peut-être ce qui vous a poussé ici, le petit texte de présentation du débat qui se terminait par « Peut-on encore se perdre en mer ?» Je ne sais pas si on répondra précisément à la question, mais avant de lancer le débat, je voudrais juste faire une petite enquête rapide, un petit sondage. Qui a le permis bateau? Voilà Vincent. Hein? Bon. Et qui navigue avec ou sans permis? D'accord. Et où sont les voileux? Très bien. Bon, alors on n'a pas intérêt à dire de bêtises, parce qu'il y a quand même des gens qui sont spécialistes. Alors, pour lancer ce débat qui va essayer de parcourir, le thème est très vaste, comme souvent dans nos tables rondes. Pour lancer le débat, nous avons fait le choix de faire un petit point rapide sur quelques images que chacun des invités va présenter, à la fois pour aiguiser votre curiosité et en même temps planter un petit peu le décor. Donc je commence tout de suite, sans transition, par cette carte des îles Marshall. Je ne sais pas si c'est simple de voir. C'est ça. Carte ou pas carte d'ailleurs. Carte. Vincent Guiguenot, c'est dans votre institution muséale que voilà, c'est mon conservé. choix. Voilà. Alors allons-y. Allons-y. Oui, on commence par cet objet qui est répertorié sous le nom de carte à bâtonnets, stick charts. On en a 4 dans les collections du Quai Branly. C'est des objets assez rares, fragiles, et qui sont arrivés dans les collections des musées en France, beaucoup en Allemagne, puisqu'on est dans les îles Marshall, à la fin du 19e siècle. Et ces cartes nous sont très demandées pour des expositions. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit d'évoquer la navigation en Océanie, on a un petit problème, c'est que c'est une navigation qui est sans carte, sans boussole, enfin sans tout l'attirail dont vont parler mes camarades tout à l'heure. Donc on a peu d'objets à présenter. On peut montrer un modèle de pirogue, et puis souvent on montre vous allez voir cette carte, ce stick chart. Donc on a souvent cet objet qui est présenté, qui est sorti donc dans des expositions. Alors cette curiosité pour la navigation océanienne et ce retour de la connaissance d'une navigation, je le répète, sans carte, sans instrument, parce que cet objet, c'est pas une carte au sens où on va en parler pendant cette table ronde. En fait, on peut dater cette récupération des savoirs de navigation des années 1970 jusqu'aux années 70. En gros, la navigation à longue distance en Polynésie était considérée comme le fruit d'une sorte de heureux hasard. On ne pensait pas que des gens étaient capables de naviguer sur des milliers de kilomètres, de trouver de ne pas se perdre en mer sans tous nos dispositifs de cartes, de boussole. Alors, c'est un personnage assez intéressant qui s'appelle David Lewis, qui en 1972 publie un premier bouquin qui s'appelle We the Navigators. Alors c'est quelqu'un qui est plutôt un marin, c'est pas un historien, c'est quelqu'un qui va devenir plutôt anthropologue, mais qui naviguait lui sur des tout petits bateaux. Il a fait des navigations absolument folles. Il a fait le tour de l'Antarctique sur un tout petit bateau, le Icebird. Et puis il va se lancer, comme il habite du côté de l'Australie, dans des navigations sans instruments. Et c'est là qu'il va rencontrer des peuples qui sont eux aussi en quête de récupérer ces savoirs. Là, il faut savoir que les arts de la navigation font partie de... C'est un art politique en Océanie. Ça fait partie des affirmations culturelles de savoir naviguer sans boussole, sans compas, sans sextant. Et donc, il va se lancer dans ces navigations. Et il y a une date également qui est assez célèbre, c'est 1976 avec Ukulea, qui est un bateau qui va faire une traversée entre Hawaï et Tahiti sans se perdre et sans instrument. Et puis après, il y a un autre anthropologue qui s'appelle Ben Finney, qui va lui aussi continuer à travailler avec les populations, alors maoris, tahitiennes, enfin tous les peuples qui naviguent sans carte. Et puis on arrive à celui qui va nous éclairer sur cet objet, qui est Joe Higgins, qui est un élève de Ben Finney, et qui lui travaille donc dans les îles Marshall. Alors cette carte n'est pas une carte, en tout cas elle n'est pas embarquée à bord des bateaux. Elle ne sert pas en cours de navigation. C'est un élément pédagogique d'apprentissage, de mémorisation d'un certain nombre d'éléments qui aident à naviguer dans les îles Marshall, qui sont les ondes, les vagues. C'est ce qu'on appelle les wave pilots. C'est une manière très particulière de naviguer, qui est spécifique à cet archipel de Micronésie, où on se repère en regardant quelles sont les ondes
qu'on a devant soi. Et en même temps, il y a des petits coquillages qui indiquent les parties émergées. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs types de cartes. Certaines sont relativement figuratives. Effectivement, les coquillages, on reconnaît entre les îles Marshall. Il y a Bikini parmi ces coquillages. Et donc, les pilotes, ceux qui détenaient les savoirs de navigation, apprenaient à reconnaître à ne pas se perdre en apprenant les régimes de houle, les croisements de houle, la réfraction, tout ce qu'on peut trouver qui fait qu'une grande houle du large va changer de direction, changer de fréquence quand elle va rencontrer des îles. Alors cet apprentissage se fait dans des écoles, se fait sur le sable, et puis après on part en mer. Donc en fait cet objet qui est donc fragile, qui peut être fait à l'occasion d'un cours et puis détruit aussitôt, est un objet pédagogique. Et du coup, mes collègues, Joe Gaines et le conservateur du musée qui s'occupe de ces collections se disent, au fond, ces objets qui sont là ont peut-être d'ailleurs été produits pour les navigateurs occidentaux, pour les collectionneurs qui, à la fin du 19e, s'interrogent sur les manières de naviguer aux îles Marshall. Donc cet objet, cette carte, est plutôt la trace matérielle d'un monde de navigateurs au long cours, qui n'utilisent pas, j'allais dire, l'arsenal matériel occidental dont il va être question dans la suite de nos débats. Alors merci pour cette présentation. On change complètement d'univers. On passe au Moyen-Âge, au XIIIe, XIVe, XVe siècle. Emmanuel Vagnon, vous pouvez nous en dire quelques mots. On a mis 2 cartes, mais on va peut-être se focaliser sur celle que vous m'indiquerez. La diapositive suivante, peut-être, montre cette carte-là. Alors, en effet, on revient dans des horizons un petit peu mieux connus, puisque là, je vais vous présenter un type de carte qu'on appelle les cartes marines médiévales, ou parfois les cartes portulans, parce qu'elles sont faites pour indiquer les ports le long des rivages de la Méditerranée, de la mer Noire, et progressivement des autres rivages connus du monde par les Occidentaux. Donc, c'est un style de carte qui se développe à partir du XIIe siècle, du XIIIe siècle, et qui se déploie jusqu'au XVIIIe siècle avec un ensemble de conventions cartographiques tout à fait déterminées. Alors la carte pisane, c'est l'un des monuments de l'histoire de la cartographie médiévale, puisqu'elle est considérée comme la plus ancienne carte marine, carte portulan, conservée, et elle est conservée dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Elle est datée par tradition de la fin du XIIIe siècle, entre 1270 et 1290, et de récents débats entre historiens ont remis en doute cette datation, sur des considérations paléographiques surtout, et puis une datation au carbone 14 a plutôt confirmé que le parchemin, en tout cas, datait de cette époque. Donc fin XIIIe siècle, sachant que des textes nous apprennent que des cartes étaient utilisées par les navigateurs en Méditerranée dès le XIIe siècle. Alors, c'est une carte régionale. Alors, contrairement aux cartes qu'on attribue en général à des milieux savants, comme les mapes-mondes médiévales, les images du monde symboliques, ces cartes de navigateurs sont considérées comme reflétant un savoir pratique de navigation. Et là, on va s'interroger aujourd'hui sur ce que ça veut dire pratique. Qu'est-ce que cette carte a de pratique en réalité ? Mais c'est une carte qui est reliée à un savoir, en effet, un savoir régional de navigation de cabotage et qui est centré sur la représentation des ports. Donc on verra différents styles de ces cartes marines qui représentent aussi des éléments à l'intérieur des terres, mais c'est avant tout la représentation du littoral et des ports qui alternent le long de la côte. Alors, on verra peut-être un peu plus tard le détail. Si vous regardez cette carte pisane, vous voyez qu'elle est construite sur une peau d'animal. Donc vous voyez encore le cou. Alors c'est un parchemin entier, en général une peau de mouton, de vélin. Et puis sur l'emplacement de ce qui était le cou de l'animal, vous voyez un cercle avec des graduations. Et en effet, une des caractéristiques... Je montre avec le pointeur. Voilà, merci. Voilà, une caractéristique de ces cartes, c'est d'être fondées pour la première fois dans l'histoire de la cartographie occidentale sur une échelle de distance. Donc la caractéristique de ces cartes, qui en fait représentent la mer Méditerranée d'une manière qu'on dirait aujourd'hui ressemblante. Pourquoi cette ressemblance ? C'est parce que ces cartes sont fondées sur une échelle de distance, c'est-à-dire un rapport mathématique entre la réalité et la carte. Et deuxièmement, elles sont fondées sur des angles, c'est-à-dire le respect des angles entre les différents ports qui sont représentés. Et c'est ça qui donne cette illusion de réalisme de l'ensemble de la mer Méditerranée.
Alors, réalisme, vous me direz, mais là, je ne vois rien du tout sur ce parchemin très usé. C'est un tort. Et c'est pour ça que j'ai aussi prévu un détail. Mais avec l'aide d'Isabelle Landona, nous allons passer en revue. Vous voyez ici, là où est le pointeur, le détroit de Gibraltar. Ensuite, en remontant la côte nord, est-ce que tu la vois ? On voit la côte de l'Espagne. Alors voilà, en remontant, voilà. La côte de l'Espagne, la côte française. Voilà. Ici, vous voyez la Corse et la Sardaigne. Ensuite, l'Italie. Et au sud, vous voyez la côte de l'Afrique du Nord. Depuis, voilà. Et la carte représente donc toute la Méditerranée jusqu'à la côte orientale, la côte du Levant. Et là où vous voyez des déchirures, des taches d'humidité, il s'agit de la mer Noire, qui est représentée sur un très grand nombre de cartes de ce style-là, au XIVe siècle et puis jusqu'au XVIIIe siècle. Alors peut-être un autre exemple pour mieux voir. Alors là, vous voyez que l'orientation a changé. Il s'agit d'un atlas portulan qui représente simplement une portion de la Méditerranée. Et là, l'ouverture de l'atlas permet de montrer Gibraltar en haut de la carte. Donc vous voyez une orientation avec l'ouest en haut. Et en effet, une des caractéristiques de cette carte, c'est qu'elles ne sont pas orientées. Le nord n'est pas systématiquement en haut de la carte, mais on peut tourner la carte sur sa table, ou au contraire, on peut tourner autour de la carte pour voir la direction qui intéresse celui qui va l'utiliser. Alors là, vous voyez un petit peu mieux, j'imagine, en partant de Gibraltar, la côte espagnole, vous voyez, les îles Baléares qui sont rehaussées de couleurs, voilà l'archipel des Baléares, voilà, après la côte française avec l'embouchure du Rhône, et puis la Corse et la Sardaigne. Et vous voyez dans les angles ces échelles de distance. Voilà. Alors je reviendrai tout à l'heure, j'imagine, sur le système de lignes en étoile qui caractérise ces cartes. Donc vous voyez les grandes caractéristiques de ce style de carte, parce que c'est un style parmi d'autres au Moyen-Âge, ce n'est pas le seul style, ce sont des cartes régionales, des cartes qui sont fondées sur une échelle de distance, sur des angles qui sont matérialisés par les lignes de Rumb, et qui ont un rapport avec un savoir de cabotage, de navigation le long des côtes, d'abord de la Méditerranée et de la mer Noire. Alors on a vu un peu de Pacifique, un peu de Méditerranée. Passons à l'Atlantique, Hélène. Avec la carte nautique portugaise que vous avez à l'écran. Vous avez sous les yeux une carte donc de l'Atlantique, qui est une carte qui, elle, est très largement décorée, avec des couleurs magnifiques. La carte est, elle aussi, dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. C'est une des très belles cartes de la collection. Vous voyez encore la trace de la peau de bête, avec en particulier dans le bas de la diapositive la découpe qui n'est pas droite mais qui suit la peau de l'animal, tout ce qu'on a pu utiliser. Et puis par contre, la peau n'utilise pas la totalité de la carte n'utilise pas la totalité de la peau de la bête. Donc, elle a été coupée sur la partie droite de la carte. Il s'agit là d'une carte de l'océan Atlantique qui présente un grand nombre d'éléments nouveaux par rapport à la carte qu'a présentée Emmanuel Vagnon, mais des permanences également. On est encore dans les cartes portulan, donc où on représente les ports qui sont marqués, qui sont figurés, qui sont écrits le long des côtes, avec diverses couleurs. On retrouve ces lignes de Rumb dont on parlera plus loin, donc on n'en parle pas. Ce sorte de quadrillage qu'on peut observer. Oui, ces étoiles en fait. Mais par contre, on voit encore des roses des vents. Ce sont des roses très, très décorées selon la méthode portugaise. Et aussi, à nouveauté, une échelle de latitude qui traverse l'océan et qui est interrompue qui est déviée par le Brésil. Et donc, ça oblige à déplacer l'échelle. Donc, c'est une échelle de latitude. Par contre, pour ce qui devrait figurer la longitude, il n'y a pas d'échelle globale, mais seulement des échelles de distance. Échelles de distance qui sont toujours est-ouest. Parce qu'on suit finalement le parallèle pour se diriger de la sorte. Ce qui est aussi... Alors,
avant de partir à ce qui m'intéresse particulièrement de cette carte, je vais vous raconter rapidement, promis. Très rapidement. Des petites choses. Vous y voyez la séparation du monde entre portugais et espagnol, avec les drapeaux qui sont à la fois sur le Brésil et sur l'Afrique, pour les portugais, et sur le reste de l'Amérique du Sud, de l'Amérique, pour l'Espagne. Vous y voyez aussi un certain nombre de villes, et c'est comme ça qu'on peut arriver à dater cette carte très précisément, puisqu'on y trouve la mention de Bahia, ce qu'on appelle maintenant Bahia, qui a été fondée en 1549. Donc la carte est forcément postérieure à l'apparition de Bahia. Et vous y voyez aussi la ville de Quito, qui est spectaculaire sur son mont, et la ville qui est en fait Lima, qui porte son nom espagnol. Mais ce qui m'a amené à choisir cette carte, c'est que vous avez du côté de Terre-Neuve, vous avez une double échelle de latitude. C'est-à-dire vous avez une échelle de latitude qui part en biais et qui tient compte finalement de ce qui avait été observé, qui est que la déclinaison magnétique est beaucoup plus importante dans ces régions polaires que dans le reste. Donc, pour éviter que les navigateurs ne soient détournés vers l'ouest au cours de leur navigation, on a créé une échelle supplémentaire, complémentaire de biais. Cette pratique a été, là on a juste une petite zone, elle a été continuée jusqu'au XVIIe siècle par les Basques, qui faisaient une double échelle de latitude. Ça devenait très compliqué à lire et risque d'erreur. Et donc cette carte peut être datée de vraisemblablement 1550 ou après. Et c'est une carte portugaise dont on ne connaît pas l'auteur. Alors donc ce Georges Reynel, c'est une attribution. Voilà. Alors, on en vient maintenant à l'époque contemporaine avec cette image que Christian Grattalou a choisi de présenter, retour sur le Pacifique. Oui, parce que je pensais qu'elle allait suivre la stick chart qu'on a vue au départ. Donc, j'avais choisi le Pacifique parce que j'aurais pu aussi bien prendre l'Atlantique pour suivre justement la carte d'Hélène. Oui, j'ai deux petits éléments à dire en préambule. Le premier élément, c'est... Mais je pense que je ne dirai plus rien après, parce que sinon, vous allez sans doute m'expulser. Enfin, je devrais dire me débarquer, non seulement de la table, mais des rendez-vous de l'histoire. C'est que je déteste être sur un bateau. Donc heureusement, vous n'avez pas posé la question. Je me sens très plus les petits, évidemment, Pearson. Non, c'est vrai, mais je n'aime pas les bateaux. Mais j'aime bien les histoires de la navigation et donc les cartes. Voilà. Et même si toutes les cartes qui précèdent sont des documents ou des types de documents que j'utilise souvent, ayant autour de moi des gens beaucoup plus compétents que moi pour les commenter, j'ai choisi toute autre chose et donc de vous emmener à l'école. Ce qui était une deuxième remarque, c'est que dans une réunion d'historiens, c'est vraiment casse-gueule, il faut vraiment être géographe pour faire ça, de présenter une carte murale. Mais je croyais que vous étiez géohistorien. Ben oui, en l'occurrence, c'est le géo là, parce que il est à peu près impossible de dater précisément une carte murale. C'est très très difficile. Parce que on n'a pas de copyright, d'édition, etc. C'est reproduit pendant souvent 10 ou 20 ans, alors a fortiori quand il s'agit d'une carte de géographie physique, et qui plus est muette. Donc j'ai vraiment accumulé. Donc cette carte de Camille Vallot, d'ailleurs ses dates sont faciles à retenir puisqu'il est né en 1870 et qu'il est mort en 1945. C'est quelqu'un qui était gentil pour la chronologie. Le sens de l'histoire. Voilà, c'est ça. Il avait vraiment un géographe qui avait le sens de l'histoire. Alors c'est un des élèves de Vidal qui a été enseignant, qui a été un collègue puisqu'il a enseigné l'histoire au lycée de Brest. C'est comme ça qu'il a été amené à enseigner à l'école navale. Donc il a ensuite été un grand spécialiste des cartes scolaires des océans. Mais si je l'ai pris, c'est parce que, d'abord, vous voyez qu'il y a du bleu foncé et du bleu clair dans les parties maritimes, c'est-à-dire qu'il y a le Pacifique et puis le non-Pacifique. Il y a l'océan Indien, puisque ici, vous avez les trois océans, c'est très très bien, hein, vous avez eu le Pacifique, l'Indien et l'Atlantique. Enfin, c'était la Méditerranée que tu présentais, Emmanuel, mais tu es spécialiste de l'océan Indien. Donc, vous avez ce qu'on appelle les trois océans, qui est une codification qui ne correspond à rien,
puisque, comme là, dans un atlas que je viens de faire paraître, il n'y a qu'un seul océan. Alors, ce que vous avez d'ailleurs sur le trajet, rouge quand ça se refroidit, bleu quand ça se réchauffe, quand vous avez un parcours, ça peut être le parcours d'une molécule d'eau, hein, qui mettrait, dit-on, ça c'est, je laisse la parole aux hydrauliciens, à peu près 5 ans pour parcourir à peu près tout l'océan mondial. Il n'y a qu'un seul océan mondial. Et on ne peut pas le couper à partir d'éléments de géographie purement physique, purement naturelle. Donc l'océan, je reviens en arrière, l'océan Pacifique qu'on a sous les yeux est une parfaite convention. Et si j'ai choisi une carte scolaire, c'est que l'école du 19e siècle, évidemment ensuite au 20e, a joué un rôle absolument décisif pour bien fixer quelque chose qui, à ce moment-là, début 19e, était extrêmement récent et n'était pas du tout académiquement fixé. C'est seulement à la fin du XVIIIe que les notions océan Indien, océan Atlantique, océan Pacifique sont à peu près cristallisées. Leurs limites sont floues. Ça correspond d'ailleurs aux parties du monde terrestre. Enfin là, je ne vais pas vous emmener sur Terre, ce n'est pas le sujet, mais ce qu'on appelle les continents aujourd'hui. Et donc, vous avez un découpage en 3 parties, plus 2, puisqu'il y a aussi l'océan glacial arctique et l'océan antarctique, qui est lui encore plus conventionnel, puisqu'il est limité que par de l'eau dans sa partie nord. Et vous avez là quelque chose qui, si on a le temps tout à l'heure, je pourrais éventuellement vous préciser leurs limites. Mais ces conventions, on les utilise tous, puisqu'on vient de prononcer abondamment les termes Indien, Atlantique, Pacifique, et éventuellement on en prononcera d'autres. Très bien, merci. Alors voilà, vous avez fait un petit tour d'horizon très rapide à travers des objets que nous avons choisis de manière un peu arbitraire et selon les affinités de chacun. Alors, une carte murale n'est pas faite pour aller dans un bateau. Et les cartes à bâtonnets qu'on évoquait au début de notre conversation ne servaient probablement pas, enfin n'étaient probablement pas embarquées sur les pirogues à balancier, comme le précisait tout à l'heure, Vincent Guiguenot. Alors, la question, c'est l'espace et la mer. Donc, on voit qu'on peut représenter la mer, l'océan d'une certaine manière, mais on peut aussi peut-être justement en lien avec à la fois ce qu'a dit Vincent Guiguenot de ces petites cartes qui servent à un apprentissage en réalité, ce que disait Emmanuel, carte embarquée ou pas, ce que vous disiez aussi sur comment finalement on se repère avec des couleurs, etc., ou ce que disait encore Hélène, où vous avez vu qu'il y avait un certain système, par exemple, de blason qui permettait de dire à qui appartient quoi sur les cartes. Donc ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est peut-être qu'on essaye de discuter un peu autour des instruments qui permettent de se repérer. Alors peut-être en recommençant de manière la plus haute par Emmanuel Vagnon, qui est la plus ancienne autour de cette table, si je puis dire, ou Hélène, comme vous voulez. Non, Emmanuel, c'est très bien. Alors en effet, l'histoire de la cartographie a été longtemps une histoire du progrès linéaire, allant de l'ignorance au savoir. Les historiens de la cartographie reviennent beaucoup sur ces concepts, montrant que ce n'est absolument pas linéaire. Mais effectivement, le développement de ces cartes marines est associé au développement d'instruments de navigation. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les cartes marines, cartes portulant, elles sont liées à l'utilisation de la boussole. La boussole qui apparaît dans des textes dès le XIIe siècle en Occident, alors avec une origine peut-être chinoise, mais qui n'est absolument pas prouvée. Mais bon, effectivement, les Chinois aussi connaissaient le pouvoir de l'aiguille magnétique de se tourner vers le nord. Et donc, en tout cas, à partir du XIIe siècle, on voit dans des textes d'abord savants, et non pas des textes de marins, des mentions de l'usage de la boussole à bord des navires, pour trouver le nord en cas de tempête, en cas de mauvais temps, quand les étoiles ne sont pas visibles. On ne s'éloigne pas tellement des côtes. Alors, on est toujours en Méditerranée. La Méditerranée est fréquentée depuis l'Antiquité, comme vous le savez. Dans l'Antiquité, on naviguait souvent à vue. C'est une navigation de cabotage qui va d'île en île. Alors, on se perd. Ulysse se perd. Au Moyen-Âge, les bateaux se perdent aussi. Et en effet, la boussole devient un instrument supplémentaire, mais on va dire, qui s'ajoute à un savoir, en fait un savoir de pilote. Donc ce qui est essentiel sur les navires du Moyen-Âge et ce qui est répété dans les récits de voyage, les récits de pèlerinage, c'est qu'il y a un pilote qui connaît par cœur l'itinéraire.
Il connaît par l'itinéraire et par cœur, et il s'oriente par l'expérience et par le repérage sur la côte de ce qu'on appelle des amers. Donc effectivement, cette expérience de la mer, qu'on appelle aussi l'estime, qu'on appelle aussi le jugement dans les textes médiévaux, c'est essentiel. En fait, ça fait toute la navigation du Moyen-Âge et certainement aussi de l'époque moderne. Alors voilà, il y a des instruments qui apparaissent quand même et qui viennent donc améliorer la tenue des bateaux en mer, donc les galères vénitiennes, les coques et plus tard les galions. Mais bon, la navigation s'améliore. Les instruments, eux, permettent surtout donc de repérer le nord quand on est perdu, et aussi de mesurer la latitude. Alors la latitude, elle est effectivement calculée depuis l'Antiquité et au Moyen-Âge assez facilement à bord, en mesurant la hauteur des astres au-dessus du Soleil. Mais ce qu'on appelle la navigation astronomique n'intervient que très tard, fin 15e, 16e, pour ce qui est de l'Occident. Donc la boussole, là vous voyez sur cette miniature du livre des merveilles, le fameux manuscrit qui contient entre autres le récit du devisement du monde de Marco Polo, montre l'usage de la boussole à bord des navires, à la poupe ou la proue du navire. Donc voilà, cette boussole qui apparaît dans les textes à partir du XIIe siècle et qui est généralisée dans les textes XIIIe, XIVe siècle. Alors je finis là-dessus quand même. Est-ce que la carte marine que je vous ai montrée, c'est un instrument de navigation ? On a souvent l'habitude de présenter justement ça parmi les instruments qui facilitent ce progrès de navigation. Mais si vous regardez ces cartes, d'abord elles sont à petite échelle, c'est-à-dire que c'est impossible de naviguer avec une carte de la Méditerranée tout entière. Vous avez les dimensions de la carte sur la diapositive. Oui, c'est 1 mètre de long pour toute la Méditerranée et la mer Noire. Donc c'est vraiment, les détails sont beaucoup trop petits, sont beaucoup trop imprécis pour que ce soit un véritable instrument de navigation. Alors les pilotes avaient certainement des croquis qui leur permettaient par exemple d'entrer dans un port. Ils avaient aussi des textes qui s'appellent véritablement les portulans. Les portulans sont en fait des textes qui disent « tu vas naviguer en telle direction, tant de milles, et ensuite tu feras attention, à ta gauche tu verras une tour, attention il y a une chaîne qui barre le port, attention il y a un banc de sable à droite, voilà, un écueil, un banc de sable, un îlot ». Tous les repères sont donnés, mais textuellement. Et en réalité, sur ces cartes, les détails, on va en voir tout à l'heure des petits exemples, mais ces détails sont très très peu visibles en fait sur des cartes qui sont finalement à des échelles qui sont tout à fait inadaptées à une navigation comme ça si précise en Méditerranée. Vous voyez. Donc il faut toujours garder à cet esprit-là que ces cartes en fait sont comme les cartes du Pacifique en bâtonnet, ce sont des instruments de culture qui permettent de synthétiser ces savoirs pratiques et de les ensuite transmettre à un milieu qui n'est pas forcément un milieu de navigateurs. Et c'est là qu'on voit que la carte, en fait, sert de transmission du savoir et non pas un usage. Alors, il y avait des cartes à bord des navires. Ça, on en a des preuves nombreuses à partir du XIIIe siècle. Il y avait des cartes à bord des navires en Méditerranée. Mais pas celle-là. C'est pas celle qu'on a conservée. C'était sans doute des croquis de pilotes qui ont ensuite servi... Dont on n'a pas de témoignage. On sait qu'il y avait des cartes à bord, oui, mais à quoi elles ressemblaient, beaucoup de cartes, voilà. Mais à quoi elles ressemblaient, finalement, on n'en sait rien. On sait que oui, c'est la même trame, c'est le même système de représentation avec des lignes de Røbe, donc des mesures. Des lignes de Røbe, donc Hélène Richard. Voilà. Mais en revanche, ce sont pas forcément ces cartes-là qui étaient utilisées pour diriger le navire. Alors, je finirai quand même là-dessus. On a aussi des textes tout à fait passionnants qui expliquent que quand on est perdu, quand même avec la boussole, on ne sait plus où on est, là, on sort la carte pour repérer vers quel îlot le navire a pu dériver. Et là, la carte, le tableau général en fait, de la Méditerranée permet de comprendre vers quel ensemble d'îles ou vers quelle côte barbaresque, éventuellement, le navire a pu dériver. Donc vous voyez, ce n'est pas un instrument qui permet de tracer sa route, comme ça sera le cas au XVIIe siècle par exemple. C'est un instrument qui permet de se repérer dans un espace plus vaste quand on a perdu son repère naturel, qui est le repère de mémoire. Voilà. Alors, il y a quand même ces lignes de Rome dont il faut nous parler, qui partent des Roses des Vents. Oui, c'est... Donc là, on est dans un système de repères quand même. Oui, on est dans un système de repères. Alors ici... Là aussi, ce n'est pas vraiment une carte qui a dû beaucoup naviguer. Son décor, on fait plutôt une carte de prestige, de présentation, comme on avait un certain nombre d'armateurs ou autres, qui montrent des choses et qui d'ailleurs donnent des informations sur les types de navigation. Mais revenons à la question, revenons aux lignes de Rome, qu'on voit à la fois dans les cartes pisanes et dans celle-ci, et qu'on va voir
jusqu'au tout début du 19e siècle. Ce sont ces lignes de direction qui partent des Roses des Vents et qui permettent au navigateur, au pilote, soit de calculer sa route, c'est-à-dire de savoir que selon l'endroit d'où il part, il doit prendre tel cap pour aller dans telle direction, que ce soit une ligne directe pour aller jusqu'au bout, ou qu'il soit obligé assez souvent, c'est de s'orienter à est-ouest selon un parallèle quand il arrive à la bonne latitude. Donc ces lignes de Rome, ce sont des lignes de direction, des lignes à la fois pour calculer une route ou bien pour reporter la route que l'on a pu faire en utilisant les échelles de longueur pour savoir quelle distance on a pu faire à partir des logs. Le log qui permet de calculer la vitesse du bateau, et entre la vitesse, la direction, le temps passé, on doit arriver à savoir où on est. Normalement. On doit arriver à savoir où on est, mais en même temps, oui, je vous donne tout de suite la parole. En même temps, non, on n'est pas là. Faites comme si on n'était pas là. Et donc, ces lignes de Rome, elles sont portées sur un instrument qui sert à apprendre aussi ou à constater. Oui. Mais pas à naviguer concrètement. C'est pas une carte embarquée, ça non plus. Non, vraisemblablement. Et donc, elles partent de ces boussoles, de ces lignes de ces boussoles, ou ces étoiles qui permettent de les représenter. Et il y en a, en fait, elles se coupent les unes les autres pour pouvoir permettre beaucoup de directions et de caps possibles. Christian Latalou, vous voulez faire une remarque? Oui, une remarque, mais d'abord j'ai une question à poser à Hélène. Non, c'est moi qui pose les questions. Bon, alors je vais le faire sous forme de remarque. Interrogative, bien sûr. Oui. Pourquoi ne faut-il pas utiliser le mot marteloir? Ah, le marteloir, ça c'est plutôt pour Emmanuel. Bon, alors je vais peut-être vous laisser. Voilà. Ah oui, alors c'est controverse de vocabulaire. Déjà, carte portulan, c'est pas exactement le mot qu'on utilisait au Moyen-Âge, mais c'est bien pratique pour désigner un style de carte. Donc des cartes marines avec des lignes de rub, on peut appeler ça des cartes portulan, même si le portulan, au Moyen-Âge, c'est un texte. Deuxième élément de vocabulaire, oui, c'est Michel Mola qui avait donné le mot de marteloir à ce joli ensemble de lignes qui se croisent. Mais le mot martelloio, qui vient donc de textes italiens du Moyen-Âge, ça désigne en fait des tables de calcul qui permettaient de calculer la dérive du navire. Et alors ça, c'est passionnant parce que vous avez des exercices de géométrie dès le XIVe siècle de Ramon Llull en Espagne, qui explique comment on calcule la dérive du navire. C'est-à-dire vous partez dans une direction de la Rose des Vents pendant un certain nombre de milles nautiques, mais vous êtes détourné de votre cap. Combien de milles vous faudra-t-il pour rejoindre le cap principal? Alors c'est un exercice de trigonométrie, tout simple, mais comme ces exercices de mathématiques étaient dans les examens des pilotes de navires, des pilotes confirmés à Venise ou en Catalogne, le marin de base, non, il ne faisait pas ces calculs-là, mais il pouvait avoir une table toute faite, un martelloio, qui expliquait en fait la dérive du navire à partir de cette toile de mer, martelloio, effectivement, ça évoque ce réseau de lignes. Mais voilà, il faut comprendre qu'il y a des enjeux mathématiques et que ce réseau de lignes de Rome, c'est un canevas de la carte marine, c'est donc une conception mentale de l'espace maritime qui est différent du canevas dont vous avez l'habitude en latitude et longitude et qui vient de lui de Ptolémée. Alors voilà, le canevas de lignes en étoile, de 16 directions, de 32 directions, c'est un canevas mental qui permet de comprendre la dérive du navire par rapport à son cap initial. Voilà. Alors, oui, il y a les vents d'ailleurs à l'origine, les différents vents qui sont autour des cartes. On je voulais les juste faire une remarque de cartographe technique. Ce sont des cartes marines. D'ailleurs, je suis ravi d'avoir la bénédiction de pouvoir en prononcer le mot portulan, parce que c'est comme marteloir, pour moi c'est des mots poétiques, alors c'est dommage. Bon, mais on peut l'utiliser quand même. Voilà, merci. Mais simplement pour dire que implicitement et même inconsciemment, la plupart de ces cartes marines, de ces portulans, sont des mercators. C'est-à-dire que ce sont des cartes dont les angles sont justes et les formes sont fausses, ou en tout cas modifiées en proportion. Parce que le propre de la carte de la projection de Mercator, c'est justement d'être le respect des angles.
mais pas du tout des distances ou des tailles, comme vous le savez. Donc, effectivement, ça se voit très bien dans les formes, puisque beaucoup des premiers planisphères qu'on a au XVIe siècle, qui se mettent beaucoup à ressembler aux nôtres, en grande partie parce que ce sont des cartes marines, c'est-à-dire que notre image mentale, qui est la fabrication d'un monde avec nos trois océans, entre autres, eh bien, elle est très largement fabriquée par cette contrainte, si j'ose dire, de la carte marine. Alors, on était sur la question des instruments, de ce qui aide à se repérer. Donc, on a bien compris que finalement, les cartes servent à un apprentissage et à appréhender en fait des formes de repérage théorique. Bon, et puis, il y a un moment où on est passé à autre chose. Donc, autre chose, ce sont les phares. C'est votre préoccupation. C'est vrai. J'étais encore aux cartes de... Ah, mais si vous voulez dire quelque chose sur les cartes, vous êtes le bienvenu. Non, mais juste pour montrer à quel point on est déjà dans un paradigme occidental, on est quand même là dans quelque chose qui est d'essayer de repérer le mouvement d'un mobile sur une carte. Pour comprendre qu'on ne comprend rien à la navigation océanienne, il faut lire un bouquin qui s'appelle Cognition in the Wild de Hutchins, qui raconte comment on pense l'espace quand on navigue sur une pirogue polynésienne. Et en fait, là, c'est exactement le contraire. C'est le bateau ne bouge pas, c'est les étoiles, c'est le ciel qui bouge autour de vous. Et vous mémorisez par des chants, par un apprentissage extrêmement long, comment le ciel va changer quand vous allez d'une île à l'autre. Et comment vous vous recalez. Là, vous pensez à une île imaginaire qui s'appelle l'Étac. Et donc, vous vous recalez également parce que la navigation, l'estime et l'erreur, les erreurs de navigation, ça c'est universel. Tout le monde dérive. Les marins en Méditerranée utilisent les étoiles aussi. Tout à fait. Donc, mais c'est cette idée là, on est vraiment sur le point qui se déplace sur une carte. Si vous voulez penser dans le monde polynésien, vous ne bougez pas, c'est le monde qui bouge autour de vous. Bon, alors on continue. Les phares. Les phares. Alors, continuons sur d'abord les étoiles. Oui. Et puis peut-être les étoiles. Pour aboutir aux étoiles artificielles que sont c'est ça. Oui, pour dire que le phare, comme instrument de navigation, évidemment, on ne va pas l'embarquer sur son bateau. Mais c'est le lien qu'il y a entre tout ce travail extrêmement long pour conquérir l'exactitude du point en mer, dont on voit que ça commence au Moyen-Âge. Et sans raconter l'histoire de la longitude, on sait que c'est la grande quête du XVIIIe siècle, le fameux concours lancé pour trouver l'exactitude, les chronomètres de Harrison, toutes ces choses qui font que nos camarades anglais perdant une escadre dans les îles Scilly se disent qu'il est temps de trouver une solution pour savoir exactement où on est en longitude. Tout ce travail-là, au fond, est préparatoire au déploiement de ce qui est une aide on dit les aides à la navigation. Les établissements de signalisation maritime sont des aides à la navigation, sont massivement du 19e siècle. Alors évidemment, là, on a une vue d'Alexandrie telle qu'on la fantasmait au XVIe siècle, donc ça veut dire qu'on ne savait plus du tout à quoi ça pouvait ressembler. C'est une espèce de tour de Babel enflammée. Donc la gravure est du 18e, mais la représentation est plutôt du 16e. Si on veut en avoir une vue un peu plus juste, il faut les voir dans les manuscrits arabes de la BNF, où là on avait conservé une mémoire un peu plus exacte. Comme dit Obélix, suivre un feu pour repérer, pour guider son bateau, ils sont fous ces Égyptiens, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être très longtemps une manière assez singulière de naviguer. On va effectivement avoir ce phare d'Alexandrie ou la lanterne à l'entrée du port de Gênes, mais il y a très très peu de phares jusqu'au début du 19e siècle. On a un amiral français qui les compte. Autour de 1800, il en trouve 150 sur toutes les mers du globe. Alors 150 phares occidentaux. Les navigateurs portugais, hollandais ont bien remarqué qu'en Asie, les pagodes pouvaient aussi servir d'amers, donc de repères visuels, mais également porter des feux. Bon, 150 dont la moitié, alors ça c'est la mauvaise nouvelle pour les marins français, la moitié dans les îles britanniques. C'est quand même eux qui ont inventé les phares, la Trinity House, qui est le service des phares anglais, et ils aiment bien nous mettre la misère en nous disant qu'eux, ils datent d'Henri VIII. Donc, évidemment, on ne peut pas lutter. Donc 150, et alors je ne sais pas, puisqu'il y a beaucoup de marins dans la salle, combien est-ce qu'il y a, à votre avis, de phares dans le monde aujourd'hui? Il y a combien de phares sur les côtes partout dans le monde? La pesée globale, comme dirait les historiens. On aura droit à une récompense qu'on tait pour le moment. Alors, on était à 150 au début du 19e. Alors les enchères commencent à 150. Combien? 10 000.
50 000 à ma droite. Bon, là, on est au-dessus, là, on est en dessous. En état de fonctionner, oui, ah bah oui. 20 000. Qui a dit 20 000? J'ai cru entendre 20 000. Bon, bah, je vous offrirai un livre. Oui, voilà. En fait, personne ne le sait, mais c'est à peu près l'estimation. Non, il y a un fou... J'aime quand les invités posent des questions auxquelles ils n'ont pas les réponses eux-mêmes. C'est comme Louis Brigand, à qui on demande il y a combien d'îles, et qui vous dit je ne sais pas, ce qui permet de continuer à faire des études pour dire mais qu'est-ce qu'une île? Moi, je fais pareil avec les phares, j'ai tout retenu des travaux de Louis Brigand. Donc non, si vous regardez plus sérieusement les feux, hein, les marins, un phare, ça ne veut rien dire. Eux, ce qui les intéresse, c'est un feu, qui est un gardien, qui n'est pas de gardien. Donc il y a 80 000 feux. Et si on applique, en fait, la question du phare s'est posée au moment où ils ont commencé à moins servir, et sont devenus des objets de patrimoine. Et là, on s'est dit, il faut quand même donner une définition de portée, d'utilité, voilà. Et donc, on est tombé sur 20 000. Donc, vous voyez qu'on passe quand même et tout se construit pratiquement au 19e siècle. Donc, on passe de 150 à 20 000. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des cartes. Il y a des cartes précises. Et si en 2 mots, je peux montrer cette... Et après, Christian Grattalou nous parlera des cartes précises. Alors, on peut peut-être passer du coup à la diapo suivante. Voilà. D'abord, là, il y a un polytechnicien, ingénieur des ponts, qui a fait des bonnes études. Donc, Augustin Fresnel. Et puis, à droite, l'appareil que vous pouvez voir au musée des phares à Ouessant, dont on fêtera les 200 ans. C'est le premier appareil de Fresnel opérationnel, juillet 1823. Donc, ce sera son bicentenaire dans le courant de l'année prochaine. Et ce qui est très intéressant, c'est, comme je dis, il n'y a pas de phare, il n'y a pas un déploiement massif de phares, donc comme aide à la navigation, sans des cartes précises sur lesquelles vous pouvez reporter leur position, leur portée et leur signal. Donc les liens sont massifs entre le phare et la carte. Du point de vue institutionnel, c'est les mêmes individus qui pensent ça, c'est les académies, l'Académie de Marine, l'Académie des Sciences. C'est les mêmes artisans qui travaillent pour les deux institutions. Hein, vous avez par exemple le noir, les gens qui font des chronomètres de marine, les horlogers par exemple, pour faire des optiques qui tournent, vous avez besoin d'horlogers, donc ce sont les mêmes. Et plus intéressant, les mots sont les mêmes. Hein, ce phare que vous voyez, ce premier appareil, il ne ressemble pas du tout à ceux qu'on a aujourd'hui. Il ne fait pas 2 éclats toutes les 10 secondes, hein, il fait une éclipse toutes les minutes, parce qu'il tourne très très lentement. Et les mots qu'on emploie, le mot d'éclipse, évidemment, vient de l'astronomie. Oui. Et pour finir, voilà, pour dire que finalement, les phares, c'est un système céleste maîtrisé, artificiel. Et je vais recourir à un grand historien qui est Michelet, qui synthétise ça, qui dit que pour le marin qui se dirige d'après les constellations, ce fut comme un ciel de plus que la France fit descendre. Un petit moment de cocorico quand même, parce que là, on rattrape les Anglais. Et elle créa à la fois planètes, étoiles fixes et satellites, mis dans ces astres inventés les nuances et les caractères différents de ceux de là-haut. Et le mot caractère est très important parce que c'est le moment où aussi on commence à voir, je vous dis, des éclipses, des phares qui apparaissent, qui disparaissent, des feux fixes. Parce que le vrai problème du marin, c'est, comme l'a dit Cabantous ce matin, 80% des naufrages, c'est quand on atterrit. C'est quand on est en pleine mer, ça se passe bien. Sauf en cas de tempête. Sauf en cas de tempête, mais Cabantous a dit. Moi, c'était à mon jury de thèse, donc moi, je crois Cabantous. Et Cabantous, c'est mon collègue longtemps à Nanterre. Donc Cabantous dit, donc le problème, c'est d'atterrir. C'est-à-dire, vous avez une côte, mais où je suis. Et si vos repères de jour, on a les amers, dont Emmanuel va parler, mais de nuit, si tous vos feux sont fixes, hein, vous n'avez qu'une lumière. Si vous faites des erreurs de navigation, et c'est très commun d'en faire de plusieurs dizaines, voire des centaines de milles, encore à la fin du 18e, vous n'allez pas reconnaître. Donc, c'est très important d'avoir des feux qui, tout à coup, sont un peu des étoiles un peu artificielles, hein, qui apparaissent, qui disparaissent, avec un rythme connu du marin. Comme ça, on sait où on atterrit. Et ça, c'est très important. Et enfin, le dernier point, c'est que du point de vue cognitif, là aussi, les liens sont très forts. Hein. En gros, le marin, il triangule. Quand il arrive à la côte, il va chercher 2 points, hop, il trace de droite, c'est bon, je suis au sommet du triangle. Hein. Et tout le système de construction des cartes est fondé sur des triangles, sur la triangulation. Et la manière de naviguer qui utilise des repères sur la côte, lui aussi, du point de vue cognitif, fonctionne sur le triangle. Donc il y a vraiment un lien extrêmement fort entre les cartes et cette conquête de la précision du point en mer et l'apparition de cette aide à la navigation qu'est le phare, qui aujourd'hui, on peut se demander s'il y a encore une utilité ou pas. On verra après. On posera la question après. Alors justement, les cartes. Je
vais essayer de me débrouiller avec un PowerPoint où une diapositive a disparu, semble-t-il. Voilà, je le laisse sur mon écran. Oui. Allez-y. C'est un peu difficile, je veux bien la commenter. Hein. Oui. Je vais faire comme je peux. Tout à l'heure, elle existait. Hein, oui, elle existe toujours sur non, mon mais contrôle. Je suis censuré. Du tout. Voilà. Allez-y. Bon, c'est celle-là. Voilà, on peut partir de celle-là. Non, celle-là. Non, mais oui, mais pour l'instant, ça n'apparaît pas. Ah, ça n'apparaît pas sur l'écran. Bon, d'accord. Faut que je fasse ça, peut-être. Bien. Voilà. Ouais. Non, mais c'est pas celle-là que je voulais. Hein, Non, c'est pas celle-là que vous voulez. Enfin, celle-là, vous l'avez déjà vue. Hein, bon, deux après. Bon, celle-ci, c'était pour montrer la profondeur. Donc, voilà. Ça, c'était pour vous dire qu'il y a 3 dimensions dans l'océan. Mais enfin mieux. Bon, on peut le garder celle-là. Oui, celle d'avant, voilà, c'est bien. On y arrive. Non, c'est parce que ça... Mais non, mais... C'est pas le même PowerPoint qui s'affiche. Donc, voilà. Laquelle vous voulez, celle-là? Non, pas du tout. Avant. Non, je veux celle-là. Celle-là, d'accord. Celle-là. Alors, bon, nous on l'a, mais apparemment vous l'avez pas. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, puis il n'y a personne dans la cabine. Bien, alors je vais vous la décrire. Vous allez nous la mimer surtout. Voilà, oui. Donc, il faut que vous imaginiez un planisphère extrêmement classique. C'est pas un Mercator, mais enfin un Mollweid, exactement. Avec des traits qui représentent des traits bleus, bien sûr, qui représentent la frontière, la limite linéaire entre les océans. Alors évidemment, cette frontière, à la différence d'un banal rideau de fer, elle n'est pas très facile à matérialiser. Enfin, je suppose que ceux qui naviguent l'ont pas vraiment rencontré. Mais effectivement, il y a des limites entre les 5 océans qui sont bien tracées. On n'a toujours rien, hein, effectivement. Nous, je vois rien. Alors vous me dites, hein, voilà, si jamais. Bon. Alors, il existe, je vous ai évoqué d'un mot tout à l'heure, que Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique et Antarctique, en termes d'océan, c'est des termes qui apparaissent pour les 3 premiers au 18e, de manière plus ancienne, avec bien sûr de l'ancienneté, mais enfin qui se cristallisent au 18e comme les 3 océans, à partir des cartes anglaises. Si vous prenez des cartes des planisphères plus anciens, je m'étais amusé à faire ça pendant une fois sur une grosse masse de planisphères, vous avez des noms qui ne sont pas ceux qu'on connaît ou qui ne sont pas exactement aux mêmes endroits. Alors, je ferai quand même une exception, même si dans le détail c'est plus compliqué, c'est pour l'océan Indien, cher à Emmanuel, qui lui, l'Oceanus Indicus, a une stabilité absolument extraordinaire, point de vue historique, depuis l'Antiquité. Donc celui-là, ça bouge pas. Alors ce qui bouge, c'est sa limite méridionale, mais enfin, souvent, longtemps, sur les planisphères, on s'y intéresse peu. Inversement, si vous prenez, je vais sauter quelques épisodes, si vous prenez les cartes qui ont fait autorité de la fin du XVIe... Ah, là voilà. Bon, bien. Merci. Bien. Alors, je pense que tous les profs dans la salle se sont reconnus. Donc, voilà. Et vous avez été très sage, hein, je le reconnais. Bon, c'est pas... Ah bah, voilà. Donc, vous avez des limites qui ici sont évidemment un peu simplifiées, mais enfin qui correspondent à des choix. D'ailleurs, je peux m'amuser dans les cartes suivantes, si on a le temps, à vous préciser un tout petit peu le détail de ces choix. Mais vous avez quelque chose qui continue à être précisé. C'est-à-dire que jusqu'au début du XXe siècle, on dit par exemple Atlantique et Indien. Mais où passe-t-on de l'Atlantique à l'Indien? Alors vous allez me dire au large du cap de Bonne-Espérance. Bon, en fait, c'est pas la pointe sud qui finalement. Mais oui, bien sûr. Mais je dis ça parce que le plus souvent, on pense que la pointe de l'Afrique, c'est le cap de Bonne-Espérance. C'est le cap des Aiguilles, oui. Voilà. Mais c'est le plus connu, Bonne-Espérance. Donc, vous avez dit, on passe au large, voilà. Mais ce large, c'est quoi? C'est quel méridien? Puisque là, ça va être un méridien qui va faire la limite. Donc, il a fallu que l'on précise. Et après la guerre de 1914, vous voyez que c'est pas si ancien que ça, on a créé un bureau hydrographique international dont le siège
c'est assez logique, et s'est installé à Monaco. Le prince de l'époque y était pour quelque chose. Qui est devenu, après 1945, enfin, pas devenu, qui a été intégré dans l'Organisation hydrographique internationale, et qui aujourd'hui n'est qu'un organe consultatif qui précise ces éléments. Alors, ces limites, je veux dire, au fond, est-ce que ça a besoin d'être précisé? Parce qu'en dehors des cartes scolaires, est-ce que ça a beaucoup d'importance? Ben oui, il y a des aspects techniques pour lesquels ça peut avoir de l'importance, et j'en citerai qu'un, ce sont les assurances. Or, l'assurance maritime, c'est pas rien. C'est même l'origine de pratiquement toutes les assurances. Les LIOS. Mais vous avez là quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'il y a des mers, des océans qui sont considérés comme plus dangereux que d'autres, et que passer dans l'Atlantique, c'est plus rassurant. Donc l'assurance est moins chère, etc. Donc effectivement, il faut des limites juridiquement définies. Donc on prend comme test ce qui est cette convention définie par le Bureau hydrographique international. Alors, ça bouge encore. C'est parce que c'est pas si calé que cela. C'est même presque un scoop, parce que la semaine dernière, au Festival de géographie équivalent à Saint-Dié-des-Vosges, j'ai rencontré des gens que je connais bien, les archivistes du Quai d'Orsay, qui sont des archivistes des cartes du Quai d'Orsay. C'est un énorme capital diplomatique. Pour les limites territoriales de la France, ça avait été bien étudié par Daniel Nordman, mais bon, on est sur mer là. Donc là, je crois que personne n'a vraiment fait son équivalent sur mer. Mais vous avez évidemment des définitions diplomatiques, et pas seulement pour toutes les zones différentes de la propriété territoriale d'un État sur la mer, mais vous avez aussi des limites officielles qui sont très au large, comme celle que je viens d'évoquer. Et actuellement, ce qui est remis en discussion, c'est la limite nord de l'océan Antarctique. Alors là, je vous ai mis dans ce qui défile actuellement à l'écran, vous avez ces limites avec les précisions de méridien. Et puis là, c'est l'Arctique. Alors j'avais mis à côté une carte géopolitique de l'Arctique parce que c'est très très compliqué. Donc il n'y a qu'à penser que la Russie y a quelques ambitions. Mais enfin, bon, ça va bien loin là. Et puis voilà, alors là, ce que vous avez en bleu, avec quelque chose qui est limité par le 60e méridien sud, parallèle, pardon, sud, vous avez quelque chose qu'on définit globalement pour l'océan glacial antarctique, ou océan austral. En fait, c'est amené sans doute à bouger, et les documentalistes de la diplomatie française avaient eu la semaine dernière mandat du cabinet du ministre pour rassembler des documents pour éventuellement faire bouger un petit peu. Les Kerguelen ne sont pas loin. Donc la France peut avoir un certain élément de discussion à propos de cet océan. Si jamais il était par exemple défini comme patrimoine mondial, enfin comme zone. Donc vous voyez que c'est des choses qui apparemment sont plutôt des éléments un peu formels, et on l'a vu par la carte scolaire au départ, mais qui ensuite peuvent devenir évidemment des éléments géopolitiques. La mer, dans l'atlas dont c'est tiré ici, celui-ci aussi, mais je vais en dire deux mots de cet Antarctique-là, la mer étant évidemment de plus en plus territorialisée. On a inventé d'ailleurs le mot de méritoire pour dire le symétrique de territoire. Oui, je vois que ça fait faire des grimaces. Mais peut-être parce que vous êtes habitué à territoire. Voilà. Et puis juste là, je l'ai mis à titre de petite plaisanterie. L'Antarctique, on est habitué à le voir la forme que vous avez à la gauche de l'image, mais en fait, et vous savez que c'est en train de se produire, si le gros glaçon, l'Inland 6 antarctique fondait, qu'est-ce que l'on aurait dessous? Vous l'avez, la carte de droite qui vous le donne. Cette fois-ci, vous voyez que l'Antarctique est certes un petit continent, mais il est surtout quasiment maritime, puisque les océans, enfin l'océan glacial austral en particulier, représenteraient l'essentiel. Et encore, c'est avec le niveau marin actuel. Oui, alors, je montre quand même la diapo qu'on cherchait tout à l'heure et qui avait disparu sur mon propre PowerPoint et que je ne retrouve plus là. Bon, donc je vais abandonner. Alors, Hélène, peut-être pour prolonger ce qui vient d'être dit, mais en une forme de retour en arrière dans le temps, dans les systèmes de repérage. Donc je vais changer de PowerPoint pour montrer une très jolie diapositive, mais qui est sur un autre PowerPoint. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? C'est toute la question. Voilà. Mais bon, je suis désolée. Je pensais que le maniement des...
Ah, merci. Oui, mais... oui, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'avais fait la carte du déluge. Voilà, il y avait la carte du déluge, mais le déluge ne marche pas. Alors, voilà, on va venir peut-être sur cette carte-là, enfin cette image-là, qui n'est pas du tout une carte. C'est une image qui représente des instruments, des navigations. Et donc, c'est extrait d'un très beau manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale, qui s'appelle « Les premières œuvres de Jacques Deveau », qui a été écrit en 1583 et qui représente des vues d'instruments de navigation avec l'explication non seulement de l'usage, mais de la fabrication de ces instruments. Et là, vous avez des roses des vents, des boussoles. Et puis sur l'image, et puis vous savez aussi, excusez-moi, il y a un élément diabolique qui sont ces petits. Donc vous avez autour des petits instruments. Vous avez un compas qui permet de mesurer, et sur la gauche, oui, ou à droite. À gauche et à droite. À gauche et à droite. Voilà. Et puis vous avez aussi catastrophe. Et ben vous avez d'autres choses. Il y a des navires. Voilà, on peut le dire. Il y a des jolis bateaux. Et l'image d'après, je ne sais pas si elle est visible. Ah ben c'est celle-ci. Non, mais ça va être autre chose. Ou bien, à moins que j'en parle maintenant, tout à l'heure. Alors, sur la question des instruments, peut-être revenir aussi, on continue de remonter le temps avec cette image qui est très intéressante aussi. Emmanuel. Oui, si on remonte avant les belles cartes du 16e et du 17e, je voulais faire une remarque en réponse à Christian Grattalou sur la prise de possession des mers, qui est une actualité effectivement tout à fait importante. Et mais il faut savoir sur les cartes du 16e alors, siècle. Voilà, exactement. Avec, simplement les armes des puissances. Donc en effet, dès la fin du 15e et au 16e siècle, les blasons servent à s'approprier des terres, mais servent aussi à s'approprier des mers et des routes maritimes. Et vous avez sans doute entendu parler du débat juridique au XVIIe siècle entre Grotius, qui parle de mare liberum, de mer libre, qui devrait ne pas avoir de propriétaire, et Selden, le Britannique, qui au contraire parlait de mare clausum, qu'on pouvait s'approprier des bassins maritimes, en citant notamment Venise, qui s'était approprié l'Adriatique. Donc vous voyez vraiment cet enjeu de possession des mers, d'appropriation des mers, qui naît essentiellement au XVIe siècle, au moment de la grande colonisation européenne, bien sûr, mais c'est un enjeu qui se poursuit jusqu'à nos jours. Oui, et les Romains disaient déjà Mare Nostrum. Mare Nostrum, alors peut-être au sens d'une appropriation qui était plus culturelle que économique, mais effectivement les deux, sans doute. Voilà. Alors oui, j'avais proposé cette image à propos des repères en mer, donc c'était en écho plutôt aux phares de l'époque contemporaine, puisque avant la création de ces feux, enfin il existait des feux, mais pas des tours comme ça avec un mécanisme de phare, mais il existait déjà des feux depuis l'Antiquité. Mais dans certains documents qu'on appelle des routiers, alors cette fois c'est pas un portulan mais c'est un routier, là c'est le routier de Garciferrande au XVe siècle, qui décrit les côtes de l'Atlantique, notamment les côtes de la Vendée, la Bretagne, les côtes françaises. Eh bien il introduit dans son routier, qui est le premier imprimé, des amers, c'est-à-dire des repères côtiers, des profils de côtes, qui permettent de manière très mnémotechnique, extrêmement simplifiée, aux marins de suivre finalement les repères visuels qu'il peut voir depuis le bateau. Et là, vous avez un repère qui est l'église de l'Île-Dieu, l'église du village principal de l'Île-Dieu, avec son clocher, avec son coq, qui est tout à fait caractéristique et qui est, donc, vous voyez, de manière extrêmement simple, permet de proposer un repère pour reconnaître tout simplement l'île depuis le navire. Alors, ces repères, il faut savoir aussi qu'ils sont textuels. Donc, je vous dis, les cartes marines, finalement, celles qu'on a conservées, ce sont des cartes de prestige, des cartes de culture, mais pas forcément des cartes qui étaient utilisées par le commun des marins. En revanche, ils avaient des procédés mnémotechniques dans des routiers qui étaient mémorisés. Et le routier est en partie versifié. En fait, ce sont des comptines, des poèmes, qui permettent de se savoir que après tel danger, on va avoir tel estuaire, on va avoir telle côte, etc. Comme les proverbes sur l'île de Saint, sur l'île d'Ouessant, etc. Oui, ça rappelle les roraux, les chants pour mémoriser les étoiles, mais le truc occidental est quand même très simplifié par rapport aux Micronésiens, où là, c'est des systèmes célestes entiers qu'il faut mémoriser, mais le système mnémotechnique, lui aussi, passe par le chant, par la versification. Donc ça, c'est des points de rapprochement qu'on retrouve. C'est pas pour rien que...
un historien qui a écrit un texte qui compare la navigation médiévale et la navigation océanienne, qui ont en point commun que c'est des gens qui savent pas lire, quoi, qui doivent se débrouiller. Donc on apprend des choses par cœur, on mémorise, on se fie à sa mémoire pour retenir alors des caps, des systèmes célestes. Donc il y a aussi des points entre histoire et anthropologie de rapprochement possible. Oui, et du reste, cette question du rapport à la lecture, elle est extrêmement importante parce que tout le monde aura bien compris, et vous faites bien de le signaler, parce que en préparant ce débat, je m'étais dit qu'il ne fallait pas, puis après ça m'a échappé. Donc je vous remercie de remettre ça sur le débat, enfin dans le débat, parce que tout ce que nous avons vu là, hormis justement la carte micronésienne des îles Marshall, témoigne d'élaboration intellectuelle tout à fait complexe et puissante, et en plus, outre des, entre guillemets, dessins, c'est-à-dire quelque chose qui entend restituer de façon plus ou moins symbolique un décor, si je puis dire, on trouve des termes, des choses écrites et des choses mathématiques. Donc, peut-être pour revenir sur ce point... oui, juste, l'auteur auquel je pensais, c'est Alfred Gell, donc un anthropologue qui a travaillé en anthropologie de l'art, mais qui s'intéresse beaucoup aux questions des techniques. Et son texte, qui date des années 80, qui n'est pas tout jeune, c'est how to read a map. On lit une carte. Donc c'est ce rapport entre lecture et la... En gros, il y a deux théories. Soit on est dans la théorie des images mentales, c'est-à-dire qu'au fond, la carte est une projection... Il y a un lien entre des images, des cartes mentales et la carte physique. Ou alors, au fond, la carte produit des images. Et ces images, on a une sorte de catalogue d'images et on confronte l'image que crée la carte avec une banque d'images qu'on a, que ce soit une banque d'images célestes ou de côtes. Donc la question de la lecture est fondamentale. Le mot lire une carte n'est pas du tout anodin. Alors ça nous amène quand même vers un dernier point qu'on souhaitait évoquer, qui relève aussi des questions de technologie, en fait. À la fois... les satellites, par exemple, qui projettent, enfin qui nous donnent une image des mers, de la mer, de l'océan global, comme vous le disiez tout à l'heure, jusqu'à des instruments de navigation d'une très grande perfection, en tout cas a priori, qu'on appelle les GPS. Sur un certain nombre de bateaux, maintenant, c'est quasi automatique. Et puis alors, on ne parle pas évidemment des gros navires ou des navires militaires, bien entendu. Et donc, je voudrais peut-être pour terminer, qu'on dise quelques mots de ces deux sujets, parce que la question était, peut-on encore se perdre en mer? Alors, les satellites permettent de voir beaucoup de choses et de construire finalement une vision. Ça, je parle au cartographe à ma gauche, mais les GPS, je parle aux marins à ma droite, les GPS, si vous allez en mer avec seulement un GPS et que vous n'avez aucune connaissance ni de la mer, ni de la navigation, ni des cartes, ni comment faire le point, par exemple, est-ce que tout ça est très raisonnable? On sait toujours où vous êtes avec un GPS. Comme on dit dans les crosses, ça fait des nouveaux clients, quoi. C'est-à-dire des gens qui louent des semi-rigides et qui partent avec leur téléphone, sur lequel on peut intégrer des cartes marines. Alors, il y a toujours un raccourci à passer des systèmes de cartes, de sextants au GPS. Là, on oublie toute une série de systèmes, TORAN, LORAN, Transit. Éclairez-nous. Ce sont des systèmes de radionavigation. En fait, on s'est rendu compte très vite que les phares, c'était complètement inefficace quand il y a de la brume. Et donc, avant même la Première Guerre mondiale, on teste de la radionavigation. Donc, l'idée d'utiliser des ondes invisibles pour se guider, c'est pas le GPS qui l'a inventé. Donc, il y a aussi il y a un siècle de manières de se repérer autrement. Comme je dis, l'argument, c'est de dire, ah bah oui, mais si le GPS est éteint, ça va mal se passer, il vaut mieux garder les phares allumés. Oui, alors non, parce que en 1944, quand la flotte alliée s'approche de Normandie, il n'y a pas beaucoup de phares pour les guider. Évidemment, les phares sont militarisés en période de guerre et donc éteints. Il y a des consignes pour éteindre les phares en cas de guerre. Donc l'argument, la question commune, c'est la question de qui a le contrôle politique du système que vous utilisez pour naviguer. D'où l'enjeu de Galiléo, qui est l'indépendance satellitaire de l'Europe.
Mais voilà, juste pour dire que ça aussi, ça pose un problème aux conservateurs quand on doit exposer ces choses-là. Je commençais en vous disant qu'on a un problème avec la navigation océanienne, c'est qu'on a très peu d'objets. Et quand on doit aussi exposer la navigation par satellite, on retombe là aussi sur un problème un peu symétrique, c'est qu'est-ce qu'on montre, hein, on voit bien qu'une exposition sur les arts de la navigation, on peut avoir de très belles cartes, de très beaux chronomètres, des sextants. Et plus on s'approche du temps présent, là, on se retrouve, est-ce qu'on va exposer ça dans une vitrine, monsieur le directeur, au musée de la Marine? Parce que ce serait peut-être ça, aujourd'hui c'est comme ça qu'on navigue. Et c'est quand même moins sexy qu'une carte de la BNF quand même. C'est-à-dire peut-être que dans 200 ans, ça aura une forme de charme que l'on ne perçoit pas bien, qu'on n'anticipe pas pour le moment. Christian Gattaloux, pour finir sur peut-être que dans moins de 200 ans, on aura la possibilité d'avoir des hologrammes qui seront de ce fait, qui nous donneront une chose importante que, entre autres, les satellites nous aident à avoir maintenant. Alors, les hologrammes, oui, qui est la dimension tridimensionnelle de l'océan. Parce que tout à l'heure, j'ai présenté ce que j'appellerais une carte, et qui était une coupe, pour le terme le plus rapidement. Bon, c'est pas grave, ne vous cassez pas la tête. Non, j'ai pas l'intention de me casser la tête. Mais d'ailleurs, la preuve, elle a disparu. Non, mais je vais la faire réapparaître. Donc, simplement pour dire qu'aujourd'hui, justement, l'imagerie satellitaire nous permet d'avoir non seulement la profondeur des mers, ce qui est beaucoup plus, une analyse de la profondeur des mers, ce qui est un élément très important, mais aussi des choses qui peuvent nous paraître presque comme une aporie, je dirais l'altitude du niveau marin. La mer, évidemment pour nous, avec cet objet fétiche qui est le marégraphe de Marseille, du port de Marseille, qui est censé délimiter le zéro des cartes françaises, même si c'est devenu purement historique, cet objet. La mer n'est pas du tout le niveau même de la mer, non seulement parce qu'il y a des vagues, c'est ça, mais non seulement parce qu'il y a des marées, mais vous avez aussi des phénomènes qui sont complexes, liés aux températures de l'eau en particulier, et qui fait que le niveau marin, il varie de plusieurs dizaines de centimètres par rapport à ce qui est censé être le niveau zéro. Bon, je dis ça de manière anecdotique parce qu'on n'y pense pas forcément. C'est pas si anecdotique parce que le public aura compris qu'on a quand même pas mal développé la question des normes. Oui, voilà, tout à fait. De la norme, de représentation, de repères, etc. Donc, c'est pas alors, en fait. C'est donc important, je crois, de ne pas oublier cet aspect justement de ce qu'est la verticale dans la dimension cartographique. Autrefois, on faisait des coupes, bien sûr, si on en fait encore. On faisait des blocs diagrammes, on le faisait peu pour la mer, mais effectivement, ça s'est fait et c'est important. Mais de plus en plus, je pense qu'on pourra le faire sous des images tridimensionnelles, qu'on pourra faire tourner. On peut le faire déjà sur un écran, mais qu'on peut le faire ensuite sous forme d'un hologramme tridimensionnel visuel, comme Mélenchon, si vous voulez. Mais là, c'est un océan, c'est autre chose. Donc, vous avez là un avenir technique tout à fait intéressant de la cartographie. Très bien. Alors, le temps passe vite. Il est la demi. Donc, je propose de consacrer nos dernières minutes à la salle, non sans vous remercier les uns et les autres d'avoir accepté cette conversation qui est passée d'un point à un autre. Donc, à vous, mesdames et messieurs, ceux qui ont le permis ont le droit de poser des questions, mais ceux qui ne l'ont pas ont le droit aussi de poser des questions. Alors, je crois qu'il faut apporter des micros puisque l'émission est enregistrée. Il est là, il est à côté, donc alors, je l'ai... Après, il faudra l'apporter par ici. Allez-y, ouais. Monsieur, nous vous écoutons. Oui, vous avez... Enfin, je vais aller du début jusqu'à la fin. On se repère au soleil. Actuellement, on se repère maintenant avec des appareils électroniques qui utilisent des courants de plus en plus faibles. Et ce qu'on oublie, c'est que le soleil, de temps en temps, il a des humeurs qui sont capables de nous balancer des rayonnements qui risquent de perturber très fortement tous les systèmes électroniques à rayons faibles. Donc il est peut-être encore intéressant de garder les bonnes vieilles méthodes. Et puis il y a le conflit en ce moment avec l'Ukraine qui fait aussi penser qu'on peut utiliser des bombes atomiques à rayonnement magnétique renforcé, c'est-à-dire qui n'ont pas les dégâts physiques, mais qui ont des dégâts électroniques qui sont capables de ficher en l'air n'importe quel système électronique. Donc utiliser le cadran solaire, la boussole, etc., il faudra peut-être pas oublier de les garder quand même sous le coude. Qu'en pense l'ingénieur qui est à ma droite ? C'est plus une remarque, monsieur, qu'une question, si j'ai bien compris. Oui, alors ça fait partie de l'argument. Enfin, je l'ai entendu dans l'argumentaire gardons les phares. C'était effectivement la tempête. Alors, je crois que quand même la probabilité que l'angle
solide au départ fasse que ça vienne perturber les satellites tous en même temps est relativement faible. C'est comme dans Armageddon, quand on peut se prendre une météorite. Mais là où vous avez raison, c'est pour ça que je disais que l'argument le phare est plus fiable que le GPS. Voilà, on a des systèmes qui sont vulnérables techniquement, mais aussi vulnérables politiquement. On voit bien avec le système nucléaire actuellement en Ukraine. Il n'y a pas de système technique de repérage. Même les cartes, une carte, si elle n'est pas remise à jour, s'il n'y a pas un système qui permet de vérifier que le banc que vous avez repéré n'a pas bougé, tout système de repérage dépend d'un système social qui en est le support. Donc effectivement, si le social craque, il n'y a plus grand-chose qui va nous aider à trouver notre chemin. Merci. Alors, monsieur. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'avais une question, justement. Visiblement, vous êtes spécialiste de l'océan Indien. On a parlé de la mer Méditerranée, des portulans, des manières de se repérer. Alors, quel équivalent au Moyen-Âge dans l'océan Indien? Oui, je suis désolée de ne pas avoir parlé de l'océan Indien 7 fois. Mais en effet, le travail qu'on avait fait, c'était de comparer justement la représentation de l'océan Indien dans différentes cultures depuis l'Antiquité jusqu'au fin XVIe siècle. Et il se trouve que la navigation dans l'océan Indien était une navigation astronomique très tôt, et que les navigations indiennes et arabes du Moyen-Âge étaient des navigations astronomiques. Et là aussi, ce qui est vraiment intéressant, mais qui concerne plus finalement l'anthropologie que véritablement l'histoire, parce qu'il y a très peu de documents, on a des systèmes de repérage qui sont faits avec des doigts, par exemple. Donc on a, par exemple, dans le livre « La fabrique de l'océan Indien », un petit encadré sur ces Indiens, encore aujourd'hui, qui calculent la hauteur des astres en mesurant les doigts par rapport à l'horizon. Donc des systèmes, vous voyez, vraiment qui sont extrêmement sensibles. Et il y a un point qui m'intéresse aussi beaucoup dans cette histoire des îles Marshall et de la navigation intuitive de l'océan Indien, astronomique, c'est qu'elle est à la fois extrêmement précise scientifiquement, c'est-à-dire qu'avec nos moyens technologiques modernes, on arrive au même résultat avec une foule de calculs très compliqués, mais qu'avec des procédés techniques qui nous paraissent extrêmement simples, la mesure de la houle, ce qu'on a l'impression que c'est presque intuitif, mais en réalité, c'est une expérience accumulée. Oui. C'est une expérience accumulée sur des générations, en réalité. Eh bien, on arrive finalement à faire des navigations extrêmement précises, mais avec, c'est pas le doigt mouillé, c'est la mesure de la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon avec juste ses mains. Donc c'est le corps, oui. Et donc là, il y a des points communs anthropologiques vraiment intéressants entre cette navigation avec la houle dans les îles Marshall et une navigation dans l'océan Indien qui passait par ces mesures-là. Après, pour compléter, il y a des traités arabes qui expliquent cela. Alors plutôt fin Moyen-Âge et XVIe siècle, on a des traités du monde arabe, c'est-à-dire écrits en arabe, mais qui reflètent ces navigations océaniques de l'océan Indien que les navigateurs portugais, en fait, ont redécouvert. Voilà. Et c'était aussi un des enjeux du livre, La fabrique de l'océan Indien, c'est-à-dire que le point de vue occidental sur cet océan Indien n'est qu'un point de vue et qu'il faut décentrer son regard et se rappeler que les Chinois, les Indiens, les Arabes ont navigué dans l'océan Indien bien avant les Portugais. Voilà. Tout le monde connaît Zheng He. Oui, alors effectivement, Zheng He, le grand navigateur chinois du début du XVe siècle, voilà, qui fait aussi l'intermédiaire entre le monde arabe et le monde chinois. Et il est célèbre pour ses navigations avec un nombre invraisemblable de jonques immenses qui ont traversé l'océan Indien, qui sont allés jusqu'au rivage de l'Afrique et du sud de l'Arabie, et qui n'ont pas débouché sur une conquête maritime du monde que se sont appropriés ensuite les Occidentaux. Et alors Zheng He, c'est devenu un héros national chinois parce que les Chinois maintenant sont à la conquête de nouveaux espaces. Mais au XVe siècle, c'est un exemple de l'extrême perfection de ces navigations qui sont différentes, qui sont techniquement différentes. Quand même du sud de Canton, du sud de la Chine et qui contourne l'Inde et la péninsule arabique et arrive sur les côtes d'Afrique de l'Est. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est jusqu'au Mozambique. Méconnu, et c'est vrai que les Chinois en ont fait un élément de fierté nationale assez récemment. Oui, très récemment, mais c'est vraiment dans une perspective là où d'utilisation politique, de réappropriation de ce passé-là. Alors je crois que... Ah pardon.
Bonjour, merci pour vos interventions. Justement, moi j'avais une question par rapport à la cartographie arabo-musulmane. Vous n'avez pas trop évoqué, mais je pensais à la géographie de Al-Idrissi, voulue justement par le roi de Palerme. J'aimerais savoir si c'est... Voilà, c'est ça. Est-ce que ces cartes étaient une avancée aussi pour la navigation ou c'était seulement pour la connaissance Voilà, je vous laisse... camarades répondre, mais non. Je veux bien. Oui, moi je veux bien, mais enfin je pense qu'Emmanuel sera plus compétente ou Hélène. Bon, oui, non, il s'agit pas du tout de carte technique. Je crois qu'il faut. Enfin, moi, j'insiste beaucoup sur la distinction qu'on regroupe dans une perspective rétrospective occidentale des documents de nature très différente qu'on va appeler cartes, et qu'il y a, pour aller vite, au moins deux grandes familles qui sont des cartes pratiques, dans lequel on peut mettre les mesures de propriété, par exemple, hein, et d'autre part, les cartes qui permettent de naviguer. Les cartes, et qui sont souvent à la charnière, comme on l'a bien dit, de textes, de repérages, d'éléments pratiques, d'une part. Et d'autre part, des éléments qui sont des images cosmogoniques, c'est-à-dire des visions du monde qui ont totalement partie liée aux religions, ces éléments. Et si vous prenez l'image classique qu'on utilise toujours d'Al-Idrissi, celle qui est à la BNF, effectivement, on est dans la famille très proche, bien sûr, des mapes-mondes médiévales, qui sont des cartes cosmogoniques avec une division du monde pour les chrétiennes issues des trois fils de Noé. Enfin voilà. Donc, on a deux choses qui sont différentes. Mais, bien sûr, il y a la transition entre les deux. Et dans la compilation type Ptolémée qui avait fait Al-Idrissi, on est effectivement dans des éléments qui sont plutôt cette fois-ci une recension du monde. Et cette recension qui va être liée aux grandes catégories cosmogoniques évoquées, elle n'est pas non plus faite de manière pratique pour la navigation. Oui, Emmanuel, pour compléter. Oui, je vais rebondir parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord non plus. Mais c'est-à-dire qu'Al-Idrissi, c'est effectivement un compilateur savant qui réutilise Ptolémée, hein, qui réinterprète dans le monde arabe la géographie de Ptolémée, qui est une géographie qui commence par une map monde, mais qui se développe avec des cartes régionales extrêmement précises et qui sont en partie mises à jour par rapport à Ptolémée avec les connaissances arabes. Et donc, il y a un enjeu de la cartographie dont on n'a pas parlé ici, c'est une cartographie administrative. Parce que la cartographie et le savoir géographique dans le monde arabe, ils se développent à partir des califes abbassides au IXe siècle. Et c'est une cartographie, alors là aussi pratique, c'est-à-dire que là, on n'est pas tout à fait d'accord. J'oppose pas, moi, cosmogonie et cartographie pratique pour Idrissi, parce que en effet, c'est une cartographie à la fois très savante, c'est-à-dire fondée sur des principes mathématiques hérités de l'Antiquité, mais c'est aussi issu d'une tradition de cartographie administrative qui découpe les terres et les pays de l'islam médiéval et du reste du monde, mais vraiment centré aussi. Donc voilà, c'est pas une cartographie marine en fait, Idrissi. C'est juste que là, évidemment, on a essayé de centrer sur les cartes marines, mais Al-Idrissi, c'est une cartographie du monde entier, des terres et des mers. C'est pas une cartographie maritime. Voilà. Moi, je voudrais juste ajouter un point avec la carte que vous avez sous les yeux. Qui montre le cas de la cartographie d'une édition des cartes de Ptolémée qui est faite par Waldseemüller. C'est une édition de 1513. Et à la suite de l'édition des cartes de Ptolémée issues de la tradition de la transmission habituelle, il y a cette carte qui s'efforce de montrer une vision du monde à partir des cartes hydrographiques. C'est-à-dire les cartes de navigation permettent de faire cette carte qui est tout à fait différente des cartes du reste du volume. C'est une carte extrêmement intéressante pour les traditions. Je voulais juste dire que Waldseemüller, les géographes le connaissent bien parce qu'il est à l'origine du festival de géographie de Saint-Dié. C'est parce que le mot America a été inventé par lui à Saint-Dié. Alors, madame, au fond. Oui, parmi les représentations cartographiques les plus récentes sur la mer, il y a les systèmes aussi combinés au système d'identification des navires AIS, comme marinetraffic.com, etc. Je voulais vous demander ce que vous en pensiez de ces représentations-là, avec les navires identifiables un par un. C'est quand même assez fascinant.
Est-ce qu'il y a des navires qui pourraient échapper à l'identification? Et est-ce que des navires fantômes en quelque sorte. Oui, et est-ce que toute la flotte de pêche chinoise, certaines parties du monde. Oui. Et est-ce qu'on peut par ailleurs cartographier les déchets spatiaux ou autres qui se trouvent dans les profondeurs des océans? Alors, repérer, disparaître, une réponse. Pour les déchets, je ne saurais pas, mais non, marine traffic, effectivement, on peut passer des heures à regarder. À cliquer, on peut constituer sa propre flotte, suivre les petits bateaux qu'on aime bien. J'aime bien parce que quand j'étais plus jeune, il y avait dans Ouest France une rubrique qui s'appelait « Où sont nos navires ?», que j'aimais bien consulter, qui a disparu. Donc en fait, c'est comme la météo sur France Inter. Voilà. La météo et pour répondre à votre question, alors ça donne une image très en fait de ce qu'on contrôle sur mer, c'est-à-dire les bateaux qui ont effectivement un AIS. Donc, soit les bateaux qui ont un numéro OMI, donc l'Organisation maritime internationale, pour qui c'est obligatoire, et puis sur la base du volontariat, pour effectivement de plus en plus de bateaux de plaisance. Mais si vous vous lancez même simplement traverser la Manche avec un petit bateau qui n'a pas ce système-là, il ne faut pas trop compter sur ça, il ne faut pas trop compter sur grand-chose pour qu'un porte-conteneur se déroute quand vous êtes comme un hérisson qui essaie de traverser l'autoroute. Donc ce système est effectivement assez fascinant, mais il ne montre que les marins qui veulent bien se montrer. Et effectivement, il y a des cas, si vous lisez n'importe quel livre, nos amis les Sea Shepherds qui vont traquer des bateaux qui font de la pêche illégale, évidemment, personne n'a d'AIS dans ce cas-là. Pour les déchets. Pour les déchets, personnellement, je n'ai pas d'idée sur le sujet. Alors, surtout les déchets spatiaux, hein, il n'y en a pas beaucoup qui sont. Plastique, on voit à peu près, il y en a beaucoup, inversement, il y en a beaucoup dans la stratosphère. Hein, ça, c'est bon. Et on peut les cartographier et c'est de plus en plus important. Mais au fond de la mer, il y en a bien un petit peu, hein, mais c'est pas énorme. Les continents de plastique, oui, ça, on commence à bien les cartographier. Hein, c'est pas... Voilà, mais on a trouvé cette image, Christian, qui vous c'est ce qui nous attend. Voilà, non, pour finir sur une note optimiste. Bon, pour finir, non, j'avais. Peut-on encore se perdre en mer? Réponse oui, puisqu'il n'y aura plus que de l'eau. Mais non, Noé n'était pas perdu. Or, ce que vous avez sous les yeux, c'est la carte du déluge que Noé a établie et que nous avons rétablie. Donc au moment où c'était au maximum, il n'y a plus aucune terre en vue. Voilà, c'est très très simple. On n'a pas pu localiser le bateau de Noé, donc l'arche, parce que l'arche n'avait pas de GPS, donc c'était pas nécessaire hein, en plus. L'arche n'avait pas d'AIS. Voilà. C'est triste, c'est le mot de la fin. Merci mesdames et messieurs, merci à mes invités. Et bon festival.